y a 500 ans, Nicolas Machiavel a écrit un manuscrit secret sur la séduction qui était si perturbant, si manipulateur, si efficace, que ses propres contemporains l'ont caché du public. Il ne voulait pas que les hommes ordinaires aient accès à ce niveau de contrôle psychologique sur les femmes. Aujourd'hui, tu vas apprendre exactement ce que contenait ce manuscrit et comment appliquer chacune de ces stratégies sales pour séduire n'importe quelle femme que tu désires. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi maintenant, car ce que je vais te révéler va au-delà de ce que n'importe quel coach en séduction t'a enseigné. Ce ne sont pas des techniques de drague bon marché. C'est de l'ingénierie psychologique, pure, appliquée à la séduction. Mets un like. Partage avec des frères qui ont besoin de cette connaissance. Et prépare-toi à dominer le jeu de la séduction comme seul le 3% des hommes parvient à le faire. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors, commençons. Avant d'entrer dans les stratégies spécifiques, tu as besoin de comprendre le principe fondamental que Machiavel a découvert sur la séduction féminine. Et ce principe va changer complètement ta façon d'approcher les femmes. Écoute bien, les femmes ne sont pas séduites par ce que tu dis ou fais directement. Elles sont séduites par les états émotionnels que tu génères en elles. Et ces états émotionnels se créent à travers une combinaison spécifique d'incertitude, de validation intermittente et de démonstration de valeur sociale. La majorité des hommes commettent l'erreur fatale d'essayer de séduire à travers la logique. Ils lui expliquent pourquoi ils feraient un bon partenaire. Ils lui listent leurs qualités. Ils lui démontrent leur intérêt de forme directe et constante. Et chacune de ces actions détruit toute possibilité d'attraction parce qu'ils opèrent dans le mauvais paradigme. Ils essaient de convaincre son esprit conscient alors que la séduction se produit complètement dans son cerveau primitif, dans ses émotions, dans son système limbique. Machiavel a compris quelque chose que les hommes modernes ont complètement oublié. La séduction n'est pas un processus d'addition, c'est un processus de soustraction. Il ne s'agit pas d'ajouter plus de compliments, plus d'attention, plus de disponibilité. Il s'agit de retirer de la certitude, retirer de la prévisibilité, retirer de la sécurité émotionnelle. Parce que le cerveau féminin est programmé pour être obsédé par ce qu'il ne peut pas comprendre complètement, par ce qu'il ne peut pas contrôler totalement, par ce qui menace de s'échapper à tout moment. Maintenant, entrons dans la première stratégie sale que Machiavel a documentée. Il l'a appelée le principe de la validation asymétrique. Et cela fonctionne ainsi. Dès le premier contact avec une femme, tu établis un schéma où tu valides et retires la validation de manière complètement imprévisible. Je ne parle pas de jouer au difficile de façon évidente. Je parle de créer un cycle de dopamine dans son cerveau, qui la rend littéralement accro à ton approbation. Laisse-moi t'expliquer la neuroscience derrière cela. Quand une femme reçoit une validation constante et prévisible, son cerveau s'habitue. La dopamine est libérée initialement, mais ensuite elle se stabilise. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'addiction, il n'y a pas d'obsession. Mais quand la validation est intermittente, quand elle ne sait jamais si elle va recevoir ton approbation ou ton indifférence, son cerveau entre dans un état d'anticipation constante. Et cette anticipation génère une libération de dopamine plus élevée que la récompense elle-même. C'est exactement le même mécanisme qui rend les machines à sous si addictives. Tu ne sais pas quand tu vas gagner. Alors, tu continues à jouer de manière obsessionnelle. Tu appliques ce principe à la séduction. Et tu crées une femme qui ne peut pas s'arrêter de penser à toi. Qui vérifie son téléphone constamment en attendant ton message. Qui analyse chaque interaction en essayant de déchiffrer si elle te plaît ou non. Voici comment tu l'implémentes étape par étape. Premier contact. Tu montres un intérêt modéré. Pas excessif. Pas froid. Modéré. Tu lui fais savoir que tu existes sur son radar, mais que tu n'es pas désespéré pour son attention. Deuxième interaction. Tu élèves l'intérêt légèrement. Peut-être un compliment spécifique, peut-être plus de temps de conversation, peut-être un contact physique occasionnel. Elle commence à penser
Ok, je lui plais. Troisième interaction. Ici vient le coup. Tu deviens notablement plus distant. Pas froid de manière évidente. Simplement moins disponible, moins intéressé, plus concentré sur d'autres choses. Et son cerveau entre en panique. Attends, qu'est-ce qui a changé? Ai-je fait quelque chose de mal? Je ne lui plais plus? Et, dans ce moment de confusion, son cerveau active le mode poursuite. Parce que maintenant il y a de l'incertitude. Maintenant, il y a quelque chose qu'elle est potentiellement en train de perdre. Quatrième interaction. Tu reviens avec une haute validation. Tu es chaleureux, attentif, peut-être même charmeur, et elle ressent cet afflux de soulagement et de dopamine. Oh, je lui plais bien, je ne l'ai pas perdu. Et ce cycle, ces montagnes russes émotionnelles, créent une addiction chimique à ta présence. Chaque fois que tu te retires, elle ressent la douleur du manque. Chaque fois que tu reviens, elle ressent l'afflux de la drogue. Et elle devient complètement accrochée. La clé est que ce schéma doit être imprévisible. Si tu te retires toujours après la troisième interaction, elle apprend le schéma et cela cesse de l'affecter. Mais si tu varies le timing, si parfois tu te retires vite, parfois lentement, parfois tu ne te retires pas du tout, son cerveau ne peut jamais établir un schéma. Et cette impossibilité de prédire ton comportement la maintient dans un état d'obsession constant. Deuxième stratégie sale, la démonstration de valeurs présélectionnées. Machiavel a observé que les personnes n'évaluent pas la valeur de façon indépendante. Elles évaluent la valeur en se basant sur comment les autres évaluent la valeur. Et ceci est particulièrement vrai chez les femmes. Une femme ne décide pas si tu es attirant en te regardant isolément. Elle décide si tu es attirant en observant comment d'autres femmes réagissent à toi. Les études sur l'attraction sociale ont démontré cela de façon répétée. Quand un homme est vu en compagnie de femmes attirantes, sa valeur perçue par d'autres femmes augmente dramatiquement. Mais quand il est vu seul ou seulement avec des hommes, sa valeur perçue est significativement moindre. Pourquoi? Parce que le cerveau féminin utilise d'autres femmes comme validateurs externes de ta génétique et de ton statut social. Si d'autres femmes te désirent, alors il doit y avoir quelque chose de précieux en toi. Si d'autres femmes t'ignorent, alors probablement, tu n'en vaux pas la peine. C'est un raccourci mental que son cerveau utilise pour éviter de faire l'évaluation complète par lui-même. Et tu peux exploiter ce raccourci brutalement pour augmenter ta valeur perçue sans rien changer sur toi-même. Voici comment tu le fais. Ne t'approche jamais, jamais, jamais d'une femme qui t'intéresse sans avoir établi d'abord une présélection sociale visible. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'avant de lui parler directement, elle a besoin de te voir interagir positivement avec d'autres femmes. Elle a besoin de voir d'autres femmes rire avec toi, te toucher de façon décontractée, apprécier ta compagnie. Cela établit dans son cerveau que tu es précieux avant même que vous n'échangiez un seul mot. Tu n'as pas d'amis qui peuvent te donner cette présélection? Construis-les. Développe des amitiés authentiques avec des femmes qui ne t'attirent pas sexuellement. Des femmes qui peuvent être avec toi dans des environnements sociaux, qui peuvent te donner cette validation sociale visible qui fait que d'autres femmes te remarquent. Ce n'est pas de la manipulation envers elles. Tu es véritablement ami. Mais le sous-produit est que ta valeur perçue monte en flèche. Et quand finalement tu t'approches de la femme qui t'intéresse réellement, son cerveau a déjà fait l'évaluation préliminaire. Elle a déjà vu que d'autres femmes te valorisent. Alors, tu dois avoir de la valeur. Tu as déjà passé le premier filtre sans même essayer. Et maintenant ton travail est beaucoup plus facile parce que tu ne commences pas de zéro. Tu commences depuis une position de valeur préétablie. Machiavel a écrit longuement sur le pouvoir de la perception contre la réalité, notant que la perception façonne le comportement plus que la réalité objective. En séduction, c'est absolument critique. Peu importe combien de valeurs réelles tu as. Ce qui importe, c'est combien de valeurs elle perçoit que tu as. Et la forme la plus rapide d'augmenter la valeur perçue est à travers l'évaluation sociale d'autres femmes.
Troisième stratégie sale, et celle-ci est particulièrement efficace. L'usage stratégique de la concurrence dread. Cela signifie que tu maintiens constamment dans son esprit la possibilité que tu pourrais choisir une autre femme plutôt qu'elle. Pas de forme évidente ou menaçante, mais subtilement, presque imperceptiblement, mais suffisamment présent pour que son cerveau primitif active le mode compétition. La psychologie évolutive explique pourquoi c'est si puissant. Durant des millions d'années, les femmes qui ne rivalisèrent pas efficacement pour des hommes de haute valeur finissaient avec des hommes de basse valeur ou sans partenaire du tout. Alors elles ont développé un système interne qui détecte la concurrence féminine et répond avec une intensification de l'effort. Quand elle perçoit que d'autres femmes veulent ce qu'elle a ou ce qu'elle veut, son cerveau active tous les mécanismes de séduction. Voici comment tu implémentes la concurrence dread, sans être un imbécile évident. Premièrement, ne laisse jamais ton téléphone complètement caché quand vous êtes ensemble. Laisse-la voir occasionnellement des notifications d'autres noms féminins. N'ouvre pas les messages devant elle. Ne les cache pas paranoïaquement non plus. Laisse simplement son cerveau enregistrer que d'autres femmes te contactent. Deuxièmement, mentionne de façon décontractée d'autres femmes dans ta vie, sans donner le contexte complet. Ne dis pas « mon amie Maria ». Dis simplement « Maria m'a commenté que ». Laisse son cerveau remplir les espaces vides. Laisse-la se demander qui est Maria, quelle relation tu as avec elle. Si c'est de la concurrence, cette incertitude active son instinct compétitif, sans que tu aies à faire quoi que ce soit, de direct. Troisièmement, et c'est crucial, n'annule jamais de plans avec d'autres pour être avec elle. Si tu as déjà des plans, maintiens-les, même si ces plans incluent d'autres femmes, surtout s'ils incluent d'autres femmes. Cela communique que ton accès n'est pas garanti, qu'elle est en compétition pour ton temps contre d'autres options, qu'elle a besoin d'élever son jeu si elle veut gagner cette compétition. La clé est l'équilibre, trop de concurrence dryadée. Et elle décide que cela ne vaut pas l'effort, trop peu, et elle s'installe confortablement en pensant qu'elle t'a déjà garanti. Le point optimal est de la maintenir légèrement insécure sur ta disponibilité exclusive, mais suffisamment intéressée pour que cela vaille la peine de rivaliser. C'est une ligne fine, mais quand tu la trouves, l'effet est dévastateur. Quatrième stratégie sale, la gestion calculée de l'intimité émotionnelle. Les hommes commettent l'erreur de penser que partager tout sur eux-mêmes crée de la connexion. Et techniquement, cela crée de la connexion. Mais cela ne crée pas d'attraction. De fait, l'excès d'intimité émotionnelle précoce tue l'attraction parce qu'il élimine le mystère, élimine le défi, élimine le besoin pour elle de s'efforcer à te connaître. Machiavel comprenait que le pouvoir vient de l'information asymétrique. Celui qui en sait plus sur l'autre a moins de pouvoir. Celui qui en révèle moins maintient plus de pouvoir. Applique cela à la séduction et tu obtiens une stratégie claire. Tu apprends tout sur elle, mais tu en révèles très peu sur toi. Tu poses des questions profondes, mais tu réponds aux questions sur toi de façon vague ou superficielle. Tu crées une intimité unilatérale, où elle se sent vulnérable et exposée. Mais toi, tu restes mystérieux. Voici comment tu le fais. Quand elle pose des questions sur ta vie, sur ton passé, sur tes émotions, tu réponds avec des vérités sélectives. Tu ne mens pas, mais tu ne révèles pas l'image complète. Si elle questionne sur des relations passées, tu dis quelque chose comme « J'ai eu des expériences intéressantes, mais je préfère me concentrer sur le présent ». Si elle questionne sur ta famille, tu donnes des détails superficiels. Mais tu n'ouvres pas de blessures émotionnelles. Pendant ce temps, toi tu creuses profond dans sa psychologie. Tu lui poses des questions qui l'obligent à révéler ses peurs, ses insécurités, ses désirs les plus profonds. Et quand elle répond, tu écoutes intensément. Tu ne fais pas qu'écouter, tu analyses. Tu es en train de construire une carte psychologique de ce qui la motive, ce qui l'effraie. Quel bouton tu peux presser pour générer des réponses émotionnelles spécifiques. Cette asymétrie crée deux effets puissants. Premièrement,
Elle se sent incroyablement connectée avec toi parce qu'elle a partagé des choses vulnérables. Mais toi, tu ne te sens pas également connecté parce que tu as maintenu tes murs. Alors, elle est plus investie émotionnellement que toi. Et celui qui est le plus investi a le moins de pouvoir. Deuxièmement, comme tu restes mystérieux, elle reste curieuse. Elle continue de vouloir te connaître plus profondément. Et cette curiosité maintient son intérêt élevé. Les études sur l'attachement émotionnel montrent que la vulnérabilité unilatérale crée de la dépendance. La personne qui s'expose émotionnellement devient dépendante de la validation de celui qui a écouté. Alors, en faisant en sorte qu'elle s'expose pendant que toi tu restes fermé, tu crées une dépendance émotionnelle envers toi, sans créer ta propre dépendance envers elle. C'est asymétrique par dessein. Et cette asymétrie te donne le contrôle. 5e stratégie sale. Peut-être la plus puissante de toutes. L'usage du renforcement négatif intermittent. Cela semble compliqué, mais c'est simple. Cela signifie qu'occasionnellement, de manière imprévisible, tu introduis des expériences légèrement négatives dans ces interactions avec toi. Je ne parle pas d'être cruel ou abusif. Je parle de micro-rejets, de petites désillusions, de moments où elle n'obtient pas exactement ce qu'elle attendait de toi. Pourquoi cela fonctionne, T-il? Pour la même raison que fonctionne la validation intermittente. Le cerveau humain prête plus d'attention aux stimuli variables qu'aux stimuli constants. Si tu es toujours parfait, si tu dis toujours la chose correcte, si tu combles toujours ses attentes, tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible est ennuyeux. Mais si occasionnellement tu la déçois légèrement, si occasionnellement tu n'es pas disponible quand elle a besoin de toi, si occasionnellement tu priorises d'autres choses au-dessus d'elle, tu crées de la variabilité. Et cette variabilité la maintient en alerte. Elle maintient son cerveau travaillant constamment à essayer de te comprendre, à essayer de prédire ton comportement, à essayer de s'assurer que tu n'es pas en train de perdre l'intérêt. C'est épuisant pour elle mentalement. Mais c'est exactement cet épuisement mental qui crée l'obsession. Parce que quand quelque chose occupe ton esprit constamment, même si c'est stressant, tu crées un attachement à cela. Voici comment tu l'implémentes sans être destructeur. Si vous avez convenu de vous voir à 8 heures, occasionnellement arrive à 8h15, sans explication élaborée. Dis juste « Pardon, ça c'est compliqué », sans plus de détails. Si normalement tu réponds au message en 1 heure, occasionnellement prends 6 heures. Pas toujours, occasionnellement. Si normalement tu es très affectueux, occasionnellement sois plus distant. Pas froid, simplement plus concentré sur d'autres choses. Ces micro-rejets font que les moments où tu lui donnes effectivement une attention complète se sentent plus précieux. C'est le contraste qui crée la valeur. Si tu as toujours un accès illimité à quelque chose, tu ne le valorises pas. Mais si l'accès est inconstant, tu valorises chaque moment d'accès. Tu es en train d'entraîner son cerveau à valoriser ton attention, en la rendant rare et imprévisible. Et voici l'élément critique qui fait que ceci n'est pas simplement de l'abus émotionnel. Le ratio positif à négatif doit être approximativement de 4:1. Pour chaque expérience légèrement négative, tu as besoin de 4 expériences positives. Cela maintient la relation générale positive pendant que tu introduis suffisamment de variabilité pour prévenir l'ennui et la complaisance. Si tu inverses cette proportion, tu franchis la ligne vers la relation toxique et elle finira par partir. Machiavel a écrit qu'il est mieux d'être aimé et craint simultanément. Mais si tu dois choisir, il est plus sûr d'être craint. En séduction, cela se traduit par le fait qu'elle doit t'aimer, mais aussi craindre de te perdre. L'amour sans peur de la perte crée de la complaisance. La peur de la perte sans amour crée la fuite. Mais la combinaison d'amour et de peur de la perte crée une obsession passionnée. 6e stratégie. L'établissement d'un cadre, frame, dominant dès le contact zéro. Le cadre est celui qui contrôle la réalité de l'interaction. Et en séduction, le cadre doit être établi dès la première seconde.
Tu n'entres pas dans son cadre où elle évalue si tu es suffisamment bon pour elle. Tu établis ton cadre où tu évalues si elle est suffisamment intéressante pour ton temps et ton attention. Cela requiert un état d'esprit spécifique. Tu n'essayes pas de l'impressionner. Tu évalues si elle vaut la peine d'être connue. Tu n'es pas nerveux à savoir si tu lui plais. Tu es curieux de savoir si elle a des qualités que tu valorises. Tu n'es pas reconnaissant qu'elle te donne du temps. Tu es généreux en partageant ton temps avec elle. Et cette inversion du cadre traditionnel change complètement la dynamique de pouvoir. Quand tu t'approches avec un cadre d'évaluateur au lieu d'évaluer, ton langage corporel change. Ton ton de voix change. Tes questions changent. Au lieu de demander des choses qui démontrent ta valeur, tu demandes des choses qui évaluent la sienne. Au lieu de chercher son approbation, tu offres la tienne sélectivement. Au lieu de prolonger l'interaction désespérément, tu la termines quand tu perds l'intérêt. Et les femmes répondent à ce cadre dramatiquement parce qu'elles sont habituées au cadre opposé. Elles sont habituées aux hommes qui les poursuivent, qui cherchent leur approbation, qui font tout le travail. Alors, quand apparaît un homme qui opère depuis un cadre d'évaluateur, qui n'est pas impressionné facilement, qui a des standards qu'elle a besoin d'atteindre, son cerveau interprète cela comme un signal de très haute valeur. Parce que seul un homme avec des options abondantes peut se permettre le luxe d'être sélectif. Tu implémentes ce cadre en étant véritablement sélectif. Ne feins pas le désintérêt si tu es désespéré à l'intérieur. Développe véritablement des standards élevés et maintiens-les. Si elle montre un comportement que tu ne tolérerais de personne dans ta vie, termine l'interaction. Si elle ne répond pas aux qualités que tu valorises véritablement, ne continue pas à la poursuivre. Si votre interaction n'est pas mutuellement agréable, retire-toi sans drame. Ce cadre d'évaluateur n'est pas de l'arrogance. C'est un respect de soi profond. C'est la compréhension que ton temps et ton attention ont une valeur réelle. Et que seules les personnes qui ajoutent de la valeur à ta vie méritent un accès. Et quand tu opères depuis ce lieu de respect de soi authentique, ironiquement, tu deviens beaucoup plus attirant. Parce que les femmes détectent le respect de soi instinctivement et répondent avec un respect réciproque. 7e et dernière stratégie sale. La création d'expériences de pic émotionnel partagées. La neuroscience de l'attraction a démontré que les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes. Elles tombent amoureuses de comment elles se sont senties durant des expériences spécifiques avec ces hommes. Et si tu peux t'associer dans son esprit avec des états émotionnels de pic, avec des moments d'euphorie, avec des expériences qu'elle n'oubliera jamais, tu crées une connexion qui transcende la logique. C'est parce que les relations qui commencent dans des situations de haute adrénaline, des circonstances extrêmes ou des expériences intenses, créent un attachement plus fort que les relations qui commencent dans des circonstances normales. Le cerveau associe l'intensité émotionnelle de la situation avec la personne qui était présente. C'est un raccourci mental, mais cela fonctionne constamment. Alors, ton travail est de créer ces expériences de pic intentionnellement. N'attends pas qu'elles arrivent aléatoirement. Conçois des situations qui génèrent des émotions intenses. Cela peut être une aventure physique, cela peut être une profondeur intellectuelle, cela peut être une vulnérabilité émotionnelle partagée, cela peut être une expérience esthétique écrasante. Ce qui importe n'est pas le type spécifique d'intensité, mais qu'elle soit mémorable et que tu y sois associé. Emmène-la faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Emmène-la à un endroit qui stimule ses sens de forme écrasante. Aie une conversation qui la fasse penser à sa vie d'une manière complètement nouvelle. Crée un moment de connexion si intense que lorsqu'elle s'en souviendra, elle se souviendra de toi inséparablement de cette émotion. Et chaque fois qu'elle cherchera à ressentir cette émotion de nouveau, son cerveau la dirigera de retour vers toi. Les études sur la mémoire émotionnelle montrent que nous nous souvenons beaucoup mieux des expériences qui nous ont fait sentir intensément que des expériences neutres. Et quand nous nous souvenons de ces expériences intenses, nous revivons partiellement les émotions associées. Alors, si tu as fait partie de son expérience émotionnelle la plus intense du dernier mois, chaque fois que son cerveau accédera à ce souvenir, elle ressentira une attraction renouvelée envers toi. C'est la mémoire émotionnelle travaillant en ta faveur.
Maintenant, frère, ces 7 stratégies sales ne sont pas des trucs isolés que tu utilises une fois. Ce sont des principes que tu intègres dans ta façon complète de te lier avec les femmes. Validation asymétrique, démonstration de présélection, concurrence dread, asymétrie d'intimité, renforcement négatif intermittent, cadre dominant, expérience de pic émotionnel. Chacune amplifie l'effet des autres. Quand tu les combines, quand tu les implémentes constamment, quand tu opères depuis ces principes, au lieu des principes romantiques qu'on t'a enseignés, tu deviens quelque chose que les femmes ne peuvent pas catégoriser. Tu n'es pas le bon gars qu'elles peuvent utiliser. Tu n'es pas le mauvais garçon évident qu'elles peuvent éviter. Tu es quelque chose d'intermédiaire, quelque chose d'imprévisible, quelque chose qui active tout leur système d'attraction simultanément. Et ça, frère, c'est exactement ce que Machiavel a compris il y a 500 ans. Que la séduction ne consiste pas à être parfait. Elle consiste à être stratégique. Ce n'est pas donner de l'amour inconditionnel. C'est créer des états émotionnels spécifiques. Ce n'est pas être transparent. C'est être mystérieux de façon calculée. Ce n'est pas une disponibilité constante. C'est une rareté stratégique. Si cette vidéo t'a donné de la clarté sur pourquoi tes approches antérieures ont échoué, si finalement tu comprends ce que tu faisais mal, alors abonne-toi et deviens membre de la chaîne. Les membres reçoivent des analyses plus profondes, des exemples spécifiques de chaque stratégie et une correction personnalisée des erreurs communes. C'est la différence entre comprendre la théorie et dominer l'exécution. Et maintenant, je veux ta participation. Dans les commentaires, écris laquelle de ces 7 stratégies tu vas implémenter en premier. Laquelle sens-tu qu'elle aura le plus d'impact sur ta situation spécifique? Ton expérience, en appliquant ces principes, peut aider d'autres frères à éviter des erreurs et accélérer les résultats. Rappelle-toi, ces stratégies sont des outils. Les outils ne sont ni bons ni mauvais. Cela dépend de comment tu les utilises. Utilise-les pour créer des relations passionnées où les deux gagnent, pas pour détruire émotionnellement des femmes par vengeance. L'objectif est une séduction réussie, pas une cruauté inutile. Le pouvoir sans responsabilité est destruction. Le pouvoir avec responsabilité est leadership. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer exactement comment détecter quand une femme est en train d'utiliser ces mêmes stratégies contre toi. Parce que, frère, les femmes utilisent naturellement des versions de ces tactiques instinctivement. Et si tu ne sais pas les détecter et les contrer, tu finiras par être le séduit au lieu du séducteur. Ne la manque pas parce que cette connaissance défensive est aussi importante que l'offensive. D'ici là, reste stratégique, reste calculé et n'oublie jamais que la séduction est un jeu d'échecs psychologique. Ceux qui comprennent les règles dominent l'échiquier. Ceux qui les ignorent sont des pièces déplacées par d'autres. Décide aujourd'hui quel type de joueur tu vas être. On se voit dans la prochaine vidéo. Mon ami, la femme moderne te dira qu'elle est forte, indépendante, qu'elle n'a besoin d'aucun homme. Elle te dira qu'elle a sa carrière, son argent, sa liberté. Elle te montrera des photos de ses voyages, de ses accomplissements, de sa vie apparemment parfaite. Mais derrière toute cette façade d'autonomisation, il y a une faiblesse si profonde, si dévastatrice, que la société entière a conspiré pour la dissimuler. Et aujourd'hui, tu vas découvrir exactement quelle est cette faiblesse et comment elle te donne un avantage massif si tu sais comment l'utiliser. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi maintenant, car ce que je vais te révéler va démanteler complètement la narrative qu'on t'a vendue sur les femmes modernes. Mets un like, partage, et prépare-toi à une vérité si inconfortable que la majorité des gens préféreront la nier plutôt que de l'accepter. Mais nous ne sommes pas ici pour nous sentir à l'aise. Nous sommes ici pour comprendre la réalité. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo,
Je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors, commençons par ce que la société veut nous faire croire. On nous dit que la femme moderne est le pinacle de l'évolution sociale, que finalement les femmes sont accomplies, qu'elles ont tout ce qu'elles ont toujours voulu. Éducation supérieure, carrière à succès, indépendance économique, liberté sexuelle, options infinies. Elles devraient être les plus heureuses de l'histoire humaine, n'est-ce pas? Alors, explique-moi ceci. Pourquoi les taux de dépression féminine sont-ils à des niveaux historiques? Pourquoi la consommation d'antidépresseurs chez les femmes a-t-elle triplé au cours des 2 dernières décennies? Pourquoi les femmes de 30 ans rapportent-elles plus d'anxiété que les femmes des années 50 qui vivaient sous toutes ces supposées oppressions? Pourquoi les réseaux sociaux sont-ils remplis de femmes apparemment prospères qui s'effondrent émotionnellement? Parce que mon ami, toute cette force, toute cette indépendance, toute cette narrative d'autonomisation est construite sur un mensonge fondamental. Et ce mensonge a créé la plus grande faiblesse que les femmes aient jamais affrontée dans l'histoire. Elles sont plus faibles maintenant que jamais, non pas en dépit de leur libération, mais précisément à cause d'elles. Laisse-moi t'expliquer la faiblesse cachée que personne ne veut nommer. La femme moderne est complètement déconnectée de sa propre nature biologique. On lui a dit qu'elle pouvait se reprogrammer, qu'elle pouvait ignorer des millions d'années d'évolution, qu'elle pouvait fonctionner exactement comme un homme, mais avec des chromosomes X. Et cette déconnexion entre ceux dont sa biologie a besoin et ce que la société lui dit de vouloir est la source de toute sa misère. Sa biologie lui hurle de trouver un homme fort, de construire une famille, de créer de la stabilité avant que sa fenêtre reproductive ne se ferme. Mais la société lui hurle que c'est de l'esclavage, qu'elle doit se concentrer sur sa carrière, que les enfants peuvent attendre, que le mariage est un piège patriarcal. Et piégée entre ces 2 forces contradictoires, elle se détruit lentement. C'est cela la faiblesse, mon ami. Elles n'ont pas de paix intérieure, elles n'ont pas de clarté de but, elles n'ont pas de direction authentique. Elles ont un doctorat, mais elles n'ont pas de famille. Elles ont un bel appartement, mais il est vide. Elles ont la liberté sexuelle, mais aucune relation significative. Elles ont des options infinies, mais elles ne peuvent pas choisir parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent réellement. Ou pire, elles savent ce qu'elles veulent, mais on leur a appris à en avoir honte. Machiavel a écrit que la plus grande victoire sur un ennemi n'est pas de le détruire, mais de le faire se détruire lui-même. Et c'est exactement ce qui est arrivé à la femme moderne. On l'a convaincue de détruire sa propre nature, de rejeter ses propres instincts, de combattre contre ceux dont sa biologie a besoin. Et dans ce processus d'autodestruction, elle est devenue la version la plus faible et la plus confuse d'elle-même qui ait jamais existé. Maintenant, laisse-moi te montrer comment cette faiblesse se manifeste dans son comportement quotidien. Premièrement, le besoin constant de validation externe. Une femme véritablement forte et indépendante n'aurait pas besoin de poster sur Instagram 10 fois par jour en quête de likes. Elle n'aurait pas besoin de faire des mises à jour constantes sur chaque aspect de sa vie en cherchant des commentaires d'approbation. Elle n'aurait pas besoin de s'habiller de manière provocante à 40 ans, désespérée de prouver qu'elle est encore désirable. Mais la femme moderne fait tout cela parce qu'au fond, elle sait que quelque chose ne va pas. Elle sait que toute cette indépendance n'a pas comblé le vide. Elle sait que toute cette carrière ne lui a pas donné de but réel. Elle sait que toute cette liberté l'a laissée plus seule que jamais. Et alors elle cherche une validation externe constante pour endormir la voix interne qui lui dit qu'elle a pris le mauvais chemin. Deuxième manifestation, l'hypergamie sous stéroïdes. Elles ont toujours été hypergames, c'est biologique. Mais la femme moderne l'a poussée à des niveaux pathologiques. Parce que comme on lui a dit qu'elle pouvait tout avoir, elle n'est jamais satisfaite de rien. Elle est toujours à la recherche de quelque chose de mieux. Elle est toujours en train d'évaluer les options. Elle est toujours en train de se demander s'il y a un meilleur deal disponible. Elle peut être avec un bon homme, un homme qui la traite bien, qui a du potentiel, qui la valorise sincèrement. Mais dans son esprit, il y a une voix constante
Est-ce le mieux que je puisse obtenir? Et s'il y a quelqu'un de plus prospère? Et si je me contentais de peu? Et cette voix, cette incapacité d'être satisfaite de ce qu'elle a, la rend incapable de construire quoi que ce soit de réel. Pourquoi ne peux-tu pas construire un château si tu es constamment en train d'évaluer si tu devrais construire sur un autre terrain? Troisième manifestation. La contradiction constante entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Elle te dira qu'elle veut un homme sensible, émotionnel, vulnérable. Mais quand un homme montre une vulnérabilité réelle, il perd immédiatement de l'attraction. Elle te dira qu'elle veut l'égalité dans la relation. Mais quand un homme ne dirige pas, quand il ne prend pas de décision, quand il demande son avis sur tout, elle le méprise comme faible. Elle te dira que le physique ne compte pas, que la personnalité est ce qui compte. Mais ses actions, ses choix, ses réactions viscérales révèlent qu'elle ment, possiblement même à elle-même. Cette contradiction entre ce que la société lui a appris à dire et ce que sa biologie répond réellement est une autre forme de sa faiblesse. Elle ne peut même pas être honnête sur ce qui l'attire, car l'honnêteté révélerait que tout le concept moderne est faux. Quatrième manifestation. Et celle-ci est brutale. L'incapacité de prendre ses responsabilités. La femme moderne a 35 ans, sans partenaire stable, sans enfant, avec un historique de relations échouées. Et au lieu de regarder honnêtement ses propres décisions, ses propres standards irréalistes, ses propres comportements destructeurs, elle blâme les hommes. Tous les hommes sont des ordures. Il n'y a pas d'hommes bons. Les hommes ont peur des femmes fortes. Non. Mon ami, non. Les hommes bons t'évitent parce qu'ils détectent tes red flags à des kilomètres. Les hommes de valeur ne veulent pas investir dans quelqu'un qui les teste constamment, qui n'est jamais satisfaite, qui a un historique de brûler tout ce qu'elle touche. Mais accepter cette réalité nécessiterait de se regarder dans le miroir et d'accepter que peut-être, juste peut-être, les décisions qu'elle a prises basées sur la narrative moderne l'ont menée exactement là où elle est. Et cette acceptation est trop douloureuse. Alors elle se réfugie dans la victimisation. Elle se réfugie dans le blâme du patriarcat, dans le blâme de la société, dans le blâme des hommes. Parce qu'accepter la responsabilité requiert de la force. Et la force est exactement ce qu'ils lui ont enlevé quand ils l'ont convaincu de rejeter sa nature. Maintenant, mon ami, voici la partie que tu as besoin de comprendre pour ton propre bénéfice. Cette faiblesse massive de la femme moderne est ton plus grand avantage si tu sais comment la naviguer. Car pendant que la majorité des hommes sont confus par la contradiction entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, toi tu vas comprendre exactement ce qui se passe derrière la façade. Quand elle dit qu'elle est forte et indépendante, toi tu vas voir la petite fille effrayée qui est survalorisée professionnellement, mais sous-valorisée existentiellement. Quand elle liste tous ses accomplissements, toi tu vas voir le vide qu'elle essaie de remplir avec la validation externe. Quand elle dit qu'elle n'a besoin d'aucun homme, toi tu vas voir le cri désespéré de quelqu'un qui veut plus que tout trouver un homme suffisamment fort pour diriger, mais qui est terrifié de l'admettre. Et voici ton avantage massif. La femme moderne est si affamée de masculinité réelle, si désespérée de trouver un homme qui ne s'excuse pas d'être un homme, si nécessiteuse de quelqu'un qui n'achète pas sa narrative d'autonomisation et qui soit simplement fort, que lorsqu'elle trouve finalement cet homme, elle fond complètement. Machiavel comprenait qu'en temps de confusion, la clarté est le pouvoir. Et mon ami, ce sont des temps de confusion massive pour les femmes. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent, elles ne savent pas qui elles sont, elles ne savent pas où elles vont. Alors l'homme qui a une clarté absolue, qui sait exactement qui il est, qui ne s'excuse pas pour sa masculinité, qui dirige sans demander la permission, cet homme devient le phare dans sa tempête. Mais voici l'astuce. La majorité des hommes sont si programmés par la même narrative qui a détruit les femmes qu'ils ne peuvent pas être ce phare. Ils sont constamment en train de s'excuser pour leur masculinité. Ils sont constamment en train de demander la permission pour diriger. Ils sont constamment en train d'essayer d'être l'homme sensible, émotionnel, vulnérable qu'elle dit vouloir, sans se rendre compte qu'ils détruisent leur propre attraction. C'est pour cela que tu as besoin de comprendre quelque chose de fondamental.
Ignore complètement ce que les femmes disent vouloir. Observe uniquement ce à quoi elles répondent. Observe avec qui elles couchent. Observe pour qui elles perdent la tête. Observe qui elles poursuivent. Et tu vas remarquer un modèle cohérent. Elles répondent à la force, au leadership, aux hommes qui n'ont pas besoin de leur approbation, aux hommes qui ont une mission plus grande qu'elles. Maintenant, laisse-moi te donner des exemples spécifiques de comment utiliser cette faiblesse cachée à ta faveur. Exemple 1. Elle te raconte toute sa liste d'accomplissements professionnels en essayant de t'impressionner. L'homme moyen est intimidé. Il pense qu'elle est hors de sa ligue. Il commence à la valider excessivement. Toi, comprenant sa faiblesse, tu hoches simplement la tête avec un intérêt modéré et tu changes le sujet vers quelque chose qui t'importe. Toi, pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que tu viens de communiquer que ces accomplissements professionnels ne t'intimident pas ni ne t'impressionnent excessivement, que tu les vois pour ce qu'ils sont, une partie de qui elle est, mais pas la définition de sa valeur. Et ce manque d'impression excessive, cette capacité de ne pas être ébloui par sa façade, l'intrigue profondément parce qu'elle a finalement trouvé quelqu'un qui voit à travers le masque. Exemple 2. Elle fait un commentaire sur le fait d'être une femme forte et indépendante, qui n'a besoin de personne. L'homme moyen prend peur. Il pense qu'il est rejeté. Il se retire. Toi, comprenant que c'est une pure attitude défensive née de sa faiblesse interne, tu souris simplement et dis quelque chose comme « Génial, alors, tu n'auras pas de problème quand je prendrai des décisions sans te consulter. » Ou « Parfait, tu paies ta part du dîner. » Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que tu viens de dénoncer son bluff. Tu viens de démanteler sa narrative d'indépendance en la forçant à vivre les conséquences de cette indépendance. Et à ce moment-là, elle doit choisir, maintenir la façade et perdre ton intérêt, ou adoucir la posture et admettre que peut-être, elle valorise effectivement qu'un homme dirige. La majorité choisit la seconde option lorsqu'elles font face à un homme qui est réellement prêt à partir. Exemple 3. Elle te teste constamment. Elle crée du drame. Elle questionne tes décisions. L'homme moyen pense qu'elle est difficile par nature. Il se frustre. Finalement, il explose ou abandonne. Toi, comprenant qu'elle teste, si tu es suffisamment fort pour gérer sa nature chaotique, parce qu'au fond elle est désespérée de trouver quelqu'un qui le puisse, tu passes simplement les tests sans sourciller. Quand elle crée du drame, tu ne réagis pas émotionnellement. Quand elle questionne tes décisions, tu ne te justifies pas excessivement. Quand elle te teste, tu n'échoues pas en montrant de la faiblesse. Et chaque test que tu passes sans effort la fait respecter de plus en plus ta force. Parce qu'elle a finalement trouvé ce que sa biologie cherchait désespérément, mais que la société lui a dit de rejeter. Machiavel a observé que les personnes les plus faciles à conquérir sont celles qui sont en guerre avec elles-mêmes. Et mon ami, la femme moderne est en guerre totale avec sa propre nature. Sa biologie veut une chose. Sa programmation sociale lui dit de vouloir autre chose. Et cette guerre interne la détruit. San Sitapo, des un problème te dit present. L'homme qui comprend cela, qui peut naviguer cette contradiction, qui peut lui donner ce dont sa biologie a besoin tout en lui permettant de maintenir sa narrative superficielle. Cet homme a un pouvoir immense. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Je ne dis pas que toutes les femmes modernes sont misérables ou qu'il n'y a pas d'exception. Je dis que la narrative dominante a créé une faiblesse massive chez la majorité. Et cette faiblesse se manifeste par des modèles prévisibles que tu peux apprendre à lire et à naviguer. La femme qui te dit vraiment qu'elle est heureuse célibataire tout en publiant 10 photos par semaine en quête de validation, ment. La femme qui te dit que sa carrière l'accomplit complètement tout en prenant des antidépresseurs et en allant en thérapie 2 fois par semaine, est dans le déni. La femme qui te dit que les hommes sont le problème alors qu'elle a un historique de 30 relations échouées n'a pas de conscience de soi. Et voici ce qui est fascinant, mon ami. Plus le temps passe, plus elle vieillit sous cette narrative, plus elle s'éloigne de sa fenêtre reproductive, plus sa faiblesse devient désespérée. Tu vois des femmes de 40 ans se comporter comme des adolescentes sur les réseaux sociaux.
Tu vois des femmes prospères professionnellement s'effondrer émotionnellement parce qu'elles ont finalement accepté qu'être PDG d'une entreprise ne leur procure pas le sentiment d'avoir une famille. Tu vois des femmes qui ont rejeté de bons hommes dans leur vingtaine pour n'être pas assez excitants. Maintenant, dans leur trentaine désespérées, de trouver n'importe quel homme décent qui les prenne au sérieux. Et la société leur dit qu'elles sont victimes de standards masculins impossibles, quand la réalité est qu'elles sont victimes de leurs propres décisions basées sur une narrative fausse. C'est pourquoi, mon ami, ta stratégie doit être claire. Ne sauve pas ces femmes de leurs propres faiblesses. Ne sois pas l'homme qui essaie de leur expliquer où elles se sont trompées. Ne sois pas le psychologue non sollicité qui tente de les réparer. Sois simplement fort dans ta propre masculinité, clair dans ton but, inébranlable dans tes standards, et laisse-les décider si elles veulent entrer dans ta réalité. Celles qui sont trop engagées dans la narrative, celles qui sont trop perdues dans leur programmation, laisse-les simplement partir. Elles ne sont pas ton problème, elles ne sont pas ton projet, elles ne sont pas ta responsabilité. Concentre-toi sur celles qui ont encore assez de connexion avec leur nature féminine pour reconnaître et valoriser la vraie masculinité quand elles la trouvent. Mon ami, si ce contenu résonne en toi, si tu comprends enfin pourquoi tes interactions avec les femmes modernes ont été si confuses, alors abonne-toi et deviens membre de la chaîne. Les membres reçoivent des analyses encore plus profondes, des stratégies spécifiques pour différentes situations, et l'accès à une communauté d'hommes qui ont pris la Red Pill et naviguent cette réalité avec clarté. Maintenant, laisse-moi te donner ton plan d'action concret. Premièrement, arrête de prendre au sérieux ce que les femmes disent vouloir. Leurs mots sont filtrés à travers des années de programmation sociale. Leurs actions, leurs réactions viscérales, leurs choix réels, révèlent ce à quoi elles répondent réellement. Observe le comportement. Ignore la narrative. Deuxièmement, développe une masculinité inébranlable. Non pas la masculinité toxique que la société critique. La masculinité réelle. Force physique, force mentale, but clair, leadership naturel, capacité de prendre des décisions, standards inébranlables. C'est ton armure contre la confusion moderne. Troisièmement, maintiens tes standards hauts et non négociables. La femme moderne est habituée aux hommes qui abaissent leurs standards juste pour avoir un accès. Quand elle trouve un homme qui a vraiment des standards et les maintient, qui est vraiment prêt à partir s'ils ne sont pas respectés, elles sont complètement désarmées. Et c'est ton avantage. Quatrièmement, n'entre jamais dans son cadre de victimisation. Quand elle commence à blâmer le patriarcat, les hommes, la société pour ses problèmes, ne débat pas. N'essaie pas de la convaincre. Maintiens simplement ton cadre où les adultes prennent la responsabilité de leurs décisions. Si elle ne peut pas opérer dans ce cadre, elle n'est pas pour toi. Cinquièmement, dirige sans t'excuser. Ne demande pas la permission d'être masculin. Ne te justifie pas de vouloir diriger. Ne t'excuse pas pour tes préférences, tes décisions, ta façon d'être. L'homme qui s'excuse constamment pour sa nature a déjà perdu. L'homme qui est simplement, sans excuse, sans justification, est magnétique. Sixièmement, comprends que tu ne peux pas toutes les sauver. Certaines sont si perdues dans la narrative qu'elles ne se réveilleront jamais. Et c'est très bien. Ce n'est pas ton travail de réparer la société féminine entière. Ton travail est de construire une vie incroyable et de permettre aux femmes qui ont encore de la clarté de se joindre à cette vie. Et septièmement, utilise sa faiblesse non pas pour les détruire, mais pour créer des relations plus saines. Quand tu comprends que son comportement contradictoire vient de cette guerre interne, quand tu comprends que son besoin de test vient d'une recherche désespérée, de force réelle, quand tu comprends que sa façade d'indépendance cache un désir profond d'être dirigé, tu peux naviguer tout cela avec compassion, mais sans faiblesse. Mon ami, la faiblesse cachée de la femme moderne est réelle. Elle est dévastatrice, et elle crée la génération de femmes la plus malheureuse de l'histoire. Mais pour toi, pour l'homme qui comprend cette réalité, c'est une opportunité, car dans une mer de confusion, la clarté est un super pouvoir. Dans un monde d'hommes faibles, la force réelle est irrésistible.
Dans une société qui leur a appris à rejeter ce dont elles ont besoin, l'homme qui peut leur donner cela sans s'excuser est inestimable. N'utilise pas cette connaissance pour être cruel. Ne l'utilise pas pour te venger des femmes pour la douleur qu'elles t'ont peut-être causée. Utilise-la pour naviguer la réalité avec sagesse, pour te protéger des relations destructrices, pour construire des connexions réelles avec des femmes qui peuvent encore reconnaître et valoriser la masculinité authentique. Si cette vidéo a changé ta perspective, partage-la avec des frères qui sont confus par le comportement féminin moderne. Abonne-toi pour plus de contenu qui te dit la vérité sans filtre. Et dans les commentaires, écris quelle est la plus grande contradiction que tu as remarquée entre ce que les femmes disent et ce qu'elles font. Ton expérience peut aider d'autres hommes à se réveiller. Rappelle-toi, comprendre sa faiblesse ne te rend pas supérieur, cela te rend stratégique. Reconnaître sa confusion ne te rend pas cruel, cela te rend réaliste. Maintenir tes standards malgré sa narrative ne fait pas de toi le méchant. Cela fait de toi un homme de valeur. Et à la fin, les hommes de valeur sont exactement ce que sa biologie cherche, peu importe ce que sa bouche dit. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer exactement comment détecter les red flags de la femme moderne avant qu'elle ne te détruise. Signaux spécifiques, comportements concrets, modèles inconfondibles. Ne la manque pas, car cette connaissance peut épargner des années de souffrance et de ressources gaspillées. D'ici là, reste fort, reste clair, et ne t'excuse jamais d'être un homme dans un monde qui te dit que c'est mal de l'être. On se voit dans la prochaine vidéo.